Et ben ça y est, en principe, ça s'enregistre. Alors j'espère que ça marche vraiment. Sinon, on n'aura pas d'enregistrement. Et ensuite, Je pense que quelqu'un ça va va être marcher. capable d'en extraire des choses Oui, ben en général, je fais le montage et Caroline peaufine et met en ligne directement derrière. Donc peut-être qu'on pourra essayer de faire comme ça. eh ben c'est parfait. Donc, en principe, ça va être enregistré, tout, la totalité va être enregistrée là. Parfait. Très bien. Voilà. Bon, est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose avant qu'on commence? Eh bien alors, nous vous écoutons pour 20 minutes. Super. Donc rebonjour à tous. Donc je suis Louis Bouvier. Je suis très content et honoré de vous présenter mes travaux de thèse. J'ai soutenu le 16 décembre 2024, 16 décembre dernier. Ma thèse s'intitulait Structured Learning and Combinatorial Optimization, Methodological Contributions and Inventory Routing at Renault. En fait, c'est une thèse CIFRE que j'ai effectuée au sein du groupe Renault, au sein de la supply chain du groupe Renault. Et j'étais encadré à l'école des ponts dans le laboratoire du CERMIX, laboratoire mathématique de l'école des ponts, par Axel Parmentier, qui est chercheur au pont. Et ma thèse avait deux principaux axes, un côté machine learning pour la recherche opérationnelle et un côté application au transport Renault. Et donc je vais surtout me focaliser sur ce deuxième axe pour cette présentation. Je vais vous donner d'abord un peu de contexte sur la supply chain de Renault. L'idée, c'est qu'elle est à grande échelle et complexe. Donc, il y a un gros volume de flux et il y a une diversité également de flux. Ça va des fournisseurs de fournisseurs, donc ils appellent ça les Tier N suppliers, jusqu'aux destinations où vous pouvez acheter vos véhicules. Et entre ça, en fait, les véhicules sont construits, sont assemblés au niveau des usines. Et pour assembler ces véhicules, on a besoin de pièces qui viennent des fournisseurs. Et les pièces, elles sont emballées dans des emballages qui ne sont pas jetés quand les pièces arrivent au niveau des usines. Ils sont réutilisés. Et donc, une bonne partie de ma thèse s'est concentrée sur le retour de ces emballages vides en Europe. Les enjeux principaux de la supply chain de Renault sont l'aspect bout en bout, donc le fait d'intégrer les processus à la fois dans la gestion de projet et quand on modélise pour faire de la recherche opérationnelle. L'aspect résilience, gestion d'incertitude et la performance, donc à la fois réduction des coûts et des émissions de CO2. Je vous le disais, moi j'ai travaillé sur le retour des emballages vides de Renault en Europe. Et d'abord, j'ai regardé sur le niveau opérationnel, c'est-à-dire un problème qui est quotidien. Euh, et en fait, un emballage vide, vous en avez un en haut à gauche de cette slide. L'idée, c'est qu'une fois qu'il est libéré, il est plié et il est renvoyé des usines vers les fournisseurs. Euh, et en fait, chaque jour, les usines vont libérer différents types d'emballages vides et les fournisseurs vont en demander. Et Renault se pose la question de quelle usine envoie quel type d'emballage à quel fournisseur, combien. Et ensuite, il faut faire les tournées des camions, donc à la fois itinéraire des camions et remplissage des camions. En fait, depuis 2008, Renault a standardisé les types d'emballage, ce qui fait que même s'il y a 100 000 pièces différentes de véhicules, il y a que entre 20 et 30 emballages. Et donc, en faisant ça, en fait, vous réduisez les coûts marginaux potentiellement puisque vous pouvez renvoyer des emballages à des fournisseurs qui sont proches. Mais ça introduit une difficulté combinatoire parce que du coup, l'espace des décisions de ce retour d'emballage est grand. En fait, on vient coupler l'inventaire et le transport, donc c'est un problème d'inventory routing. Et l'idée, c'est qu'on a mis en production un algorithme qu'on a conçu pendant ma thèse en mars 2023. Donc ce problème, il est difficile pour deux raisons, deux sources de difficultés. Enfin, il y a deux sources de difficultés principales. L'une qui est combinatoire sur la gauche de cette slide, avec la taille du réseau de Renault en Europe, donc une vingtaine d'usines, de dépôts dans la littérature de transport, 1500 fournisseurs qui sont les clients, 20 à 30 types d'emballages différents qui sont les commodités dans la littérature. En plus, quand on part du sud de l'Espagne, typiquement pour aller jusqu'en Turquie, par la route, ça prend plusieurs jours, et donc il y a un aspect temps continu des routes. Et on autorise le fait de livrer en plusieurs fois un fournisseur, donc un client dans la littérature de transport dans la même journée. C'est-à-dire qu'on autorise des split deliveries. Sur le plan information, en fait, c'est un problème dynamique. C'est-à-dire que tous les jours en bleu, Renault observe ce qui s'est passé hier et avant en vert et pose une décision étant donné une estimation de la libération et de la demande d'emballage dans les prochains jours.
Mais cette estimation, en fait, il y a un écart avec le réel et puis elle est bruitée. Et donc, il y a un côté gestion de l'incertitude sur ce sujet-là. Et donc, dit avec des mots et de manière un peu haut niveau, le problème opérationnel du retour des emballages vides de Renault, c'est un problème multi-étape stochastique où l'état du système, ça va être l'ensemble des routes qui sont parties dans le passé et qui sont pas encore arrivées à leur dernier arrêt, et l'inventaire, à la fois au niveau des dépôts, donc les usines de Renault, et les clients, les fournisseurs de Renault, le jour précédent. Et la politique, donc la décision que l'on veut prendre chaque jour, c'est l'ensemble des routes qui doivent partir pour livrer les emballages vides, à la fois l'itinéraire et le chargement de chaque camion. Et cette politique, on veut la choisir comment? Bien, pour minimiser l'espérance du coût du futur. Et ce coût, il est décomposé avec un coût de transport, un coût d'inventaire au niveau des dépôts, un coût d'inventaire au niveau des clients, un coût de pénurie au niveau des clients. Donc, les clients, c'est les fournisseurs Renault. Et un fournisseur, quand il n'a pas un emballage vide, soit on remplace par du carton et on peut endommager des pièces et on paye le carton. Soit, en fait, on va même pas prendre ce risque-là et donc on va faire un transport d'urgence qui va coûter cher et qui va aller chercher un emballage qu'on n'aurait pas pu livrer sur le moment donné. Donc, ça induit un coût. Et on a des contraintes de validité des inventaires, on n'a pas d'apparition magique de commodité d'emballage. On doit respecter la capacité des camions, des tournées qui soient admissibles. La politique doit être non anticipative, on ne voit pas le futur. Les routes suivent cette politique et puis on a des contraintes qui vont lier l'inventaire et le transport. Et donc pour des raisons combinatoires, les raisons d'échelle et l'aspect stochastique, il n'y avait pas d'algorithme dans la littérature qui était adapté pour ce problème de Renault. Et donc, on a travaillé à la fois sur la conception, l'implémentation et l'industrialisation d'un algorithme. Il a été mis en production en mars 2023. Et l'idée, c'est, au-delà des maths, c'était un processus à grande échelle qui impliquait beaucoup de monde. Donc, il y avait un sujet management du changement important parce qu'il y avait des gens du transport, des gens de l'inventaire, et chacun avait un peu ses objectifs. Donc, il fallait concilier ces différents objectifs. Et puis, il y avait par l'échelle des gains potentiels importants. C'est assez difficile à estimer. Il y a un certain nombre d'externalités qui rendent cette estimation difficile, mais l'ordre de grandeur, c'est le million d'euros et la kilotonne de CO2 dans la réduction de 2023 par rapport à 2022, avec la mise en production de notre algorithme et 2 fois moins de pénurie d'emballage. Mais bon, il y a encore des sources d'amélioration et on travaille pour améliorer ces résultats. L'autre problème qu'on a regardé avec Renault, c'est celui tactique de contractualisation du transport. En gros, tous les 2 mois, Renault a l'opportunité de contractualiser des transports pour les 2 prochains mois. Qu'est-ce qu'un contrat de transport? C'est ce qui est illustré en bleu sur cette slide. C'est la combinaison d'un jour de départ dans la semaine, d'une usine, donc un dépôt de départ dans la littérature, et d'un ensemble de fournisseurs, donc un ensemble de clients dans la littérature de routing. Et une fois qu'on a signé ce contrat, on paye un coût. Une fois qu'on l'a signé, toutes les semaines, sur les décisions opérationnelles, on peut commander des routes qui partent de l'usine en question, qui visite un sous-ensemble des fournisseurs dans le cluster, et on paye, on a cette route à bas coût, moins cher que si on l'a commandée le jour pour le lendemain. Et donc, il y a un intérêt de coût et il y a un intérêt aussi de régularité pour Renault dans le fait de contractualiser comme ça de manière tactique une partie de son transport. Et donc, le problème qu'on vient regarder, c'est celui-ci, c'est un problème tactique où on veut minimiser avec les variables à la fois des contrats et ensuite notre politique pour le problème opérationnel, la somme des coûts de contractualisation et l'espérance des coûts opérationnels. Donc, à la fois ça, c'est le problème que je vous ai présenté précédemment. L'utilisation à la fois des routes qui héritent de contrats ou des routes qui sont commandées entre guillemets le jour pour le lendemain, qui n'héritent pas de contrat mais qui sont plus chères. Et donc ça, c'est un problème tactique, combinatoire, donc stochastique à grande échelle. Et donc, il est difficile par ces aspects. Et en fait, dans ce type de contexte, les approches classiques d'optimisation stochastique type Progressive Aging et L-shaped Methods ne passent pas à l'échelle. Elles demandent plusieurs mois, typiquement, en l'ordre de grandeur, c'est plusieurs mois de calcul pour le problème que l'on considère. Et donc, on a essayé de travailler avec des alternatives en mêlant du machine learning et de la recherche opérationnelle. Et donc, je vais d'abord vous présenter rapidement la manière dont on a abordé le problème dynamique opérationnel. Je vais ensuite vous parler un petit peu de techniques de machine learning pour la recherche opérationnelle pour enfin revenir sur ce problème tactique.
Donc, la politique qu'on a mis en production chez Renault pour le problème opérationnel, c'est une politique à horizon roulant. Donc, l'idée, c'est en deux parties. Étant donné l'état au jour J de notre réseau, on va utiliser un modèle de machine learning pour modifier les prédictions du métier de la libération et de la demande d'emballage pour les prochains jours, en se basant à la fois sur cette prédiction métier et sur un historique. C'est un modèle type bayésien. Et ça va nous créer une instance d'inventory routing à horizon fixé déterministe. Et celle-ci, on va la résoudre avec une descente à voisinage large, une sorte de mathéristique que l'on a conçue. Elle a fait l'objet, cette descente à voisinage large, d'une publication qui est en bas de cette slide dans Transportation Science. Et l'idée, c'est que voilà, celle-ci, elle est utilisée en production, et le côté machine learning, il y a une version simplifiée qui est utilisée en production chez Renault. Pour les idées générales de la descente à voisinage large, on vient initialiser une solution en résolvant des problèmes de flow, un flow par commodité, et on vient faire du bin packing pour remplir des camions. Et ensuite, on va itérer sur cette solution pour l'améliorer. On a à la fois généralisé des voisinages de la littérature de transport type Traveling Salesman Problem, Speed Delivery, Vehicle Routing Problem, au côté temps continu, multicommodité, enfin la richesse du problème Renault que l'on avait. Et on a conçu des nouveaux voisinages larges basés sur des formulations de programmes linéaires en nombre entier. Il y en a un, Reload Fixed Path Vehicles, qui en fait est une version voisinage large d'une matheuristique de Claudia Archetti et de ses collègues. Et les deux autres sont des nouvelles formulations de programmation mathématique en nombre entier qui consistent à retirer un client de la solution et le réinsérer, ou une commodité, donc un type d'emballage, et réinsérer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on a testé sur des instances un peu purifiées académiques et en production l'intérêt de ces différents types de voisinage. Je pourrais revenir dans les détails si vous le voulez. On a mis en libre accès à la fois notre code, nos instances purifiées mais quand même industrielles, et nos solutions pour favoriser la reproductibilité de notre travail et le partage pour la recherche. Et il y a une version, par contre, qui est propriétaire et privée de Renault, où ils ont introduit un peu plus d'informations de structure et qui est combinée à des outils de visualisation, comme vous voyez en bas à droite de cette slide, qui permettent de communiquer les solutions aux différents métiers et de permettre l'adoption de ces solutions. Bon, ça c'était pour le côté dynamique. Maintenant, je vais faire un petit interlude sur le côté machine learning pour la recherche opérationnelle. L'idée, quand on fait de la recherche opérationnelle, on veut souvent minimiser une fonction de coût C0. Cette fonction de coût, elle dépend d'une instance X. En fait, on ne veut pas la minimiser sur une instance. On veut souvent être bon en moyenne. Ce qui fait que X suit une loi P de X d'instance. Et on veut la minimiser par rapport à une variable de décision Y qui, typiquement, vit dans un espace combinatoire Y calligraphique de X qui est très grand, mais parfois fini. Nous, on regarde fini ici. Et l'idée, c'est que on va choisir Y avec un algorithme. Il n'est pas forcément déterministe. Ce qui fait qu'on écrit Y suit une loi pi sachant X. Donc, en gros, notre algorithme peut être vu comme une distribution sur l'espace des solutions, étant donné l'instance. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est restreint à des politiques qui sont encodées par un réseau de neurones suivi d'un algorithme de recherche opérationnelle. Typiquement, je sais pas, un PLNE. Et pourquoi on fait ça ? Eh bien, pour tirer profit de l'expressivité du réseau de neurones pour prédire le paramètre d'un oracle combinatoire, typiquement un vecteur de coût, typiquement des données sur des contraintes, et pour tirer profit ensuite de l'aspect combinatoire de l'oracle pour prédire une solution structurée dans un espace très grand et pour laquelle le machine learning n'est pas très bon de manière native. Et donc, in fine, notre problème de minimisation en haut se réécrit en bas. On veut trouver le bon W, les poids du réseau de neurones, qui minimise l'espérance du coût de notre politique PW, sachant les instances X. Ça, en fait, il y a beaucoup d'applications qui dépassent la communauté routing. En général, en recherche opérationnelle, ça va de l'optimisation multi-étape stochastique, l'optimisation contextuelle stochastique, l'optimisation tirée par les données. Il y a une grande diversité à la fois dans les architectures de réseaux de neurones, les oracles combinatoires qui existent dans la littérature. Et il y a deux grands paradigmes pour essayer d'apprendre W, les poids du réseau de neurones. L'idée, c'est que dans les deux cas, on a envie de le faire de manière intégrée, c'est-à-dire que l'on veut choisir W non pas uniquement non pas pour avoir des bons paramètres θ
par rapport à un paramètre cible, mais pour que la solution Y, la sortie de notre oracle combinatoire, soit bonne au sens optimisation du terme, au sens recherche opérationnelle. Donc ça, il y a deux grandes manières de le faire. Soit vous avez à disposition des instances, un jeu de données d'instances et de bonnes solutions que vous voulez imiter. Là, vous faites de l'apprentissage supervisé. Et l'idée, c'est que votre fonction de perte que vous voulez minimiser en W dépend à la fois de votre target, de vos solutions à imiter, et f de phi W de x qui est qui est le fait d'appliquer le réseau neurone puis l'oracle f à une instance x. Soit vous ne disposez uniquement, vous n'avez que des instances x, y, et une fonction qui vient évaluer la qualité intrinsèque de vos solutions, typiquement la fonction de coût de votre problème. Dans ce cas-là, vous faites de la minimisation du risque empirique. Et dans les deux cas, en fait, vous avez envie de vous appuyer sur la descente de gradient stochastique pour apprendre les poids de votre réseau de neurones, puisque c'est ce qui marche bien pour être compatible avec des réseaux relativement profonds. Mais c'est difficile parce que vous le savez bien, un oracle combinatoire est pas différenciable. Typiquement, on prend un programme linéaire, on prend la solution d'un programme linéaire par rapport à son vecteur de coût. En fait, quand on fait tourner le vecteur de coût, on voit la solution, elle saute de sommet au sommet, et on a quelque chose qui est constant par morceau sur l'éventail normal du polytope. Et donc ça rend le problème difficile puisqu'il faut calculer des gradients à travers de quelque chose qui n'est pas différenciable. Il y a des techniques qui existent en apprentissage supervisé, notamment les loss de Feng Shui-Young, de Mathieu Blondel et de ses collègues. Et nous, on a plutôt regardé l'autre cas, la minimisation du risque empirique, parce que la littérature était plus rare dessus. Et en fait, elle se prêtait mieux, ce paradigme était plus proche du besoin de Renault. Et donc, on a essayé de faire quelque chose dans ce cas-là. L'idée au niveau de la stratégie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste les grandes idées de ce qu'on a essayé de faire, c'est on a posé le problème de minimisation du risque empirique R calligraphique de N. On a défini, on l'a pas regardé tel quel, parce qu'il était difficile par certains aspects. On a défini une fonction surrogate S calligraphique de N. Elle, on a essayé de la minimiser avec un algorithme de minimisation alternée. On a montré que cet algorithme de minimisation alternée coïncidait avec un algorithme connu de la littérature qui s'appelle mirror descent dans un cas. Et ça permet d'avoir des résultats de convergence. Et on a montré aussi qu'on pouvait borner, contrôler le risque que l'on obtient par la solution de notre problème surrogate par rapport au meilleur risque que l'on pourrait avoir si on minimisait effectivement cette fonction R calligraphique de N. Donc ça, c'était plutôt sur le côté méthodologique. Mais voilà, donc minimisation du risque empirique. Maintenant, je vais revenir sur l'application transport pour laquelle on a utilisé ce genre de technique. Ça, c'est la slide que j'avais présentée précédemment. On veut choisir les contrats pour minimiser la somme des coûts tactiques plus l'espérance des coûts opérationnels. Et l'idée, c'est on a conçu et implémenté un algorithme pour faire ça, qui hérite de ces techniques de machine learning pour la recherche opérationnelle. Mais il y avait différents challenges qui restaient pour pouvoir appliquer ces techniques. Le premier, c'est, vous vous souvenez, dans le côté opérationnel, il y a un côté dynamique, c'est tous les jours, on pose une décision. Et ça rend le problème par essence difficile. Et donc, on a fait une approximation de two-stage, qui est une petite approximation classique en optimisation stochastique. Pour faire du machine learning, il faut pouvoir représenter une solution dans un espace vectoriel. Donc, on a dû faire un embedding des contrats, qui est notre solution pour Renault, dans un certain RD. Donc, pour ça, on s'est basé sur une structure de graphe. Et une autre difficulté, c'est, vous vous souvenez, on enchaîne réseau de neurones et couche combinatoire. Et en fait, pour pouvoir calculer des gradients, il faut que la couche combinatoire, on puisse l'appeler rapidement. Il faut qu'on puisse résoudre le problème combinatoire assez rapidement. Donc, on a un compromis à trouver entre l'expressivité de cette couche, à quel point elle peut encoder des bons contrats, et l'aspect rapide, à quel point en fait on peut résoudre ce problème rapidement pour apprendre les poids W de notre réseau de neurones. Et enfin, la dernière difficulté, c'est que même le problème anticipatif, c'est-à-dire vous me donnez le scénario avec une boule de cristal de demande et de libération d'emballage pour les 2 prochains mois, et vous me demandez de choisir les contrats. En fait, même ce problème-là, j'arrive pas à le résoudre à l'optimal. En fait, il est encore plus difficile que le problème opérationnel qui est de choisir les routes étant donné des contrats a priori. Et donc, ce qu'on a fait essentiellement, c'est adapter la descente à voisinage large sur un scénario de 2 mois, à la fois prendre des décisions de contrat et de transport
au sens décision opérationnelle. Et donc, on n'a pas la solution optimale, on a une heuristique. Donc, ce qu'on va faire, in fine, c'est on va avoir différents scénarios de demande et de libération pour les 2 prochains mois. On va avoir une solution heuristique par scénario, donc c'est la première ligne de l'algorithme. Ensuite, on va utiliser l'apprentissage, on va formuler un problème d'apprentissage pour apprendre θ, des poids de machine learning qui, grosso modo, correspondent au réseau de neurones. Et on va utiliser ce θ in fine pour prédire y bar, une seule décision. Donc en fait, c'est une manière, si vous voulez, de faire un vote sur un espace combinatoire. Si on avait quelque chose de continu, on pourrait faire une moyenne des contrats, mais une moyenne de contrats, une moyenne d'objets combinatoires, ça n'a pas trop de sens. Et donc c'est une manière de faire une sorte de vote, de moyenne de solutions anticipatives. Ça, c'est rapidement les résultats. On arrivait à la fois à apprendre quelque chose et j'y reviendrai si vous voulez, mais on avait des résultats prometteurs à la fois sur les coûts des solutions qui en découlaient et sur l'utilisation effective de ces contrats par rapport à l'utilisation de routes spot commandées le jour pour le lendemain. Voilà. Donc pour conclure, les contributions de cette thèse étaient grosso modo de 3 ordres. Le côté optimisation combinatoire utilisée en production à grande échelle, le côté méthodologique pour minimisation du risque empirique en machine learning pour la recherche opérationnelle, et du code libre d'accès avec des instances et des solutions pour partager et essayer d'avancer en recherche sur ce type de problème. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup. Un timing presque parfait, on va dire un timing parfait, parce que j'avais peut-être pas bien noté lors du début. Alors, je vous propose que nous passions à la séance de questions et je propose de commencer par Marc. Tu veux bien poser une question? Ouais, merci pour la présentation, j'ai bien apprécié. Moi, j'ai une question là. La fonction de coût, elle est très complexe. Elle est composée d'un certain nombre de composants qui ont une influence peut-être différente les uns des autres. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on connaît la part de chacun des coûts dans le coût global, une répartition en pourcentage par exemple, et est-ce qu'on pourrait identifier ce qui rend difficile la résolution du problème? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, d'ailleurs, c'est une question qui nous a été posée quand on a soumis l'article dans Transplantation Science, et essayer de donner des visuels sur ce qui rend le problème difficile. Je vais juste revenir dessus. C'est sur ce problème-là opérationnel ou sur Oui, l'autre? c'est ça, ouais. En gros, l'essentiel du coût payé et dans les instances, l'essentiel du coût est celui de transport. C'est-à-dire c'est du 80-20 en gros. Ok. Donc voilà. Après, ce qui rend le problème difficile, on a essayé de faire des visuels là-dessus. C'est mes annexes de thèse que je recycle. Et je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Normalement, c'est juste hop, ici. Voilà. En gros, il y a une première chose, c'est... on va regarder le bas de cette slide d'abord. Là, ce que vous avez, c'est le nombre de clients en ordonnée, donc le nombre de fournisseurs, et la proportion d'un véhicule occupé par la demande journalière. Et à droite, on a le volume total de demande par jour rapporté en volume d'un camion. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que grosso modo, la demande est très diffuse, mais in fine, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire que si on pouvait remplir parfaitement, on serait de l'ordre de 30-40 camions, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et en fait, il y a un côté très diffus. Il n'y a pas, en gros, 2-3 fournisseurs qui prennent beaucoup de demandes, 2-3 usines qui libèrent beaucoup, et le reste, on peut l'oublier. Sur le plan géographique, c'est assez partagé. Les commodités sont partagées. C'est aussi ce qui est illustré en haut de cette slide. En gros, là, on a une couleur par type d'emballage. Donc, on a entre 20 et 30, je ne sais plus exactement pour cette instance, le nombre de types d'emballages différents. Et on a la libération cumulée sur les 14 usines qu'on avait sur cette instance. Donc, ce qu'on voit, c'est que, OK, il y a peut-être cet emballage-là qui est sur une seule usine. Mais sinon, la plupart sont partagés par un certain nombre d'usines différentes.
Et pareil, les emballages ici sur les fournisseurs, que les clients dans la littérature de routing, on a entre 300, enfin 250 et voilà, au maximum 250, mais sinon on a quand même de l'ordre entre 50 et 150, en gros la fourchette de fournisseurs qui partagent une même communauté. Ce D'accord. qui, voilà, c'est couplé. Ok, merci. J'en ai une autre de question qui m'intéresse, c'est les voisinages à base de MILP. Alors, je suis assez curieux de savoir l'efficacité que ça peut avoir et Ouais. par rapport à des voisinages plus classiques, parce que le coût de mise en œuvre d'un voisinage MILP est pas prohibitif. Ouais, alors, bah, c'est vrai que ça prend du temps. Après, là, le sujet, c'est que on coupe quand même l'inventaire de 20 à 30 emballages différents. Et donc, ce qui fait que la structure d'inventaire prend beaucoup d'importance sur enfin, les contraintes et la dynamique d'inventaire prennent l'importance sur la structure des bonnes solutions. Et en fait, ça, c'est entre guillemets facile. En tout cas, ça peut se modéliser avec des problèmes de flow. Et ce qui fait qu'on a tiré parti de formulations à base de flow, où en gros, là, j'ai lu l'un des voisinages larges celui qui hérite de l'article Claudia Archetti et de ses collègues, qui est grosso modo, le principe, c'est vous me donnez la solution à l'instant T de votre décision de voisinage large, et vous vous posez la question, je garde les routes telles quelles, mais est-ce que je peux les re-remplir ou en supprimer certaines pour minimiser mon coût? Donc, je fixe mes variables de transport et je me demande, est-ce que je peux recharger tous mes camions et rechoisir qui envoie quoi à qui à travers ces camions et de quelle quantité. Et en Et faisant ça, en fait, est-ce que vous arrivez à garder un modèle ouvert pour pouvoir réajuster le voisinage à chaque fois? qu'est-ce que vous entendez par modèle ouvert, le fait de Bah, rajouter c'est-à-dire, des... le fait de ne pas redéclarer un nouveau modèle à chaque fois que vous avez besoin d'en faire Oui, un. oui, bien sûr, je fais un warm start, oui, oui, bien sûr. Ok. Voilà, en fait, l'essentiel du temps est passé dans Gurobi, dans la descente de voisinage large, enfin, dans le solver back-end, en l'occurrence, c'était D'accord. Gurobi. Mais oui, oui, à la fois, on a sparsifié les graphes. Enfin, il y avait un peu d'ingénierie, quoi. J'ai essayé de sparsifier les graphes pour éviter de calculer des choses inutiles. Et j'ai fait des warm starts sur les solutions précédentes. Et voilà. Et Ok, après, merci. ouais, Pardon. très bien. C'est bon pour Non, moi. non, mais Merci. très bien. Merci, merci Marc, merci Louis. Olivier avait une petite question. Tu veux poser ta question, Olivier? Oui, bonjour Louis. Tu as mentionné, et je crois que c'est la première fois que j'entends ça dans n'importe quelle présentation en aéro, que les méthodes traditionnelles d'optimisation stochastique mettraient des mois à résoudre le problème. Et moi, je me suis posé la question, comment tu sais que ça mettrait des mois? Est-ce que tu as laissé tourner quelque chose pendant des mois ou est-ce que c'est une estimation de ta part? Ouais. Et un corollaire à la question, c'est si on laisse tourner une période un petit peu plus raisonnable quand même, est-ce qu'au bout d'un moment, on a une solution correcte? Ouais. Bonjour Olivier, merci pour cette question. Alors, c'est un calcul, plutôt une estimation à la louche. L'idée, c'est les méthodes classiques type progressive aging. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre de manière itérative des versions déterministes du problème augmentées d'un terme lagrangien. Et donc, en fait, résoudre déjà une instance déterministe sur un scénario pour avoir une bonne solution, ça prend quelques heures. Pour avoir vraiment c'est l'ordre sur les 2 mois, je veux dire, pas sur le problème opérationnel, mais sur le problème tactique, avoir une solution du problème anticipatif sur 2 mois. En ayant la boule de cristal du futur, ça prend 2-3 heures. Et après, l'idée, c'est que les approches lagrangiennes, elles vont itérer entre mettre à jour les multiplicateurs de Lagrange qui en gros, relâchent la contrainte de non-anticipativité et résoudre ce problème déterministe avec la mise à jour faite. Et l'ordre de grandeur, en tout cas de ce qu'on avait vu dans la littérature, c'est qu'il faut au moins faire un millier d'itérations. Et on ne peut pas le paralléliser puisque ça dépend de la mise à jour des multiplicateurs, ce qui fait que ça prend vite voilà, un millier fois en fonction de la qualité des solutions qu'on se permet d'avoir entre 2, 3, 4 heures de problème déterministe, sans compter la mise à jour des multiplicateurs, mais qui est normalement plus rapide. Ok, merci beaucoup. Voilà.
Et Merci. donc, non, on n'a pas fait de test sur le fait de s'arrêter plus tôt. On l'a fait sur des problèmes plus simples, parce qu'en fait, là, il y a, rien que lancer des calculs sur, faut avoir, enfin, créer les instances, etc. Il y a une quantité de travail. On l'a fait sur des problèmes intermédiaires, notamment sur un problème d'arbre couvrant de poids minimum two stage, où là, on a fait des comparaisons entre ce qu'on fait, ce que je vous ai présenté là comme approche de machine learning avec la recherche opérationnelle et des approches classiques, justement une relaxation lagrangienne, une heuristique lagrangienne. Et en fait, on a comparé le nombre, enfin vraiment la quantité de calculs, et à la fois en temps et en nombre d'appels au problème déterministe. Et là, on a vu un intérêt à utiliser euh, du machine learning pour coordonner des solutions plutôt que des approches lagrangiennes, dans le cas en fait où voilà, c'est en grande dimension. Merci. Ben, nous arrivons pile au bout de 10 minutes de questions. Donc, pour des questions d'équipe, on va s'y tenir. Très bien. Merci beaucoup, Louis, pour votre très jolie présentation. Et puis, on aura des nouvelles d'ici peu. Très Voilà. À bien. bientôt à Roadef, alors, hein. Parfait. Très bien. Bah, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il faut que je paramètre, je pense, pour éviter que le prochain candidat arrive.